Très bien. Bonjour à tous. Cédric Sage, président du SA France, également avec moi pour les présentations, Romain de French District. Alors déjà, j'aimerais remercier Romain pour l'organisation de ce webinaire. Également avec nous, Olivier Sureau, notre présentateur. Alors pour le rappel, hein, en termes de biographie, Olivier, qui est aux États-Unis depuis 2000, qui est l'un des associés fondateurs du cabinet JAD, expert comptable, fiscaliste, CPA. Olivier qui nous a rejoint en tant qu'associé au cabinet USA France Financial Group en 2024 et qui intervient aujourd'hui en sa qualité donc d'expert comptable pour une question de fiscalité très importante qui est celle de l'exit tax. Donc voilà, Olivier, je te donne la parole. Merci Cédric, merci encore Romain pour l'organisation de cet événement. Je Je vous vais en prie. partager. Tu voulais rajouter quelque chose, Romain, pour aujourd'hui ou avant qu'on commence ou... Pas du tout, à part que oui, évidemment que des questions pourraient être posées, vous pouvez les écrire dans le Q&A, et à la fin, Olivier répondra à toutes les questions que vous pourrez écrire à la fin de ce webinaire. Et puis également, ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé sur le Fanstrict. Bon, pour ceux qui arrivent ou qui ont besoin de partir un peu plus tôt, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir l'ensemble du webinaire et écouter de nouveau Olivier pour l'information et pour le plaisir. Voilà, Merci, Olivier, à toi. merci beaucoup Romain, merci Cédric. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent, dont on nous demande souvent, et c'est vrai que c'est une première, puisque c'est le premier webinaire qu'on fait spécifiquement sur cette thématique. Il y a de plus en plus de personnes qui nous demandent, bien évidemment, qui se posent la question, est-ce que je dois retourner en France ou qui souhaitent retourner en France ou qui peut-être souhaiteraient retourner en France et qui ont la problématique de se dire, bah voilà, je suis américain, citoyen américain ou carte verte, on va parler des différentes problématiques. Et est-ce que j'ai un intérêt ou pas à rendre mon passeport, ma carte verte, parce que n'oubliez pas que de façon générale, hein, je rappelle, résident fiscal américain, si je suis citoyen américain, et dans certains contextes carte verte, peu importe où j'habite dans le monde, je dois continuer à faire une déclaration fiscale sur mes revenus mondiaux et à ce titre imposer sur mes revenus mondiaux, hein, moins bien évidemment les impôts payés à l'étranger dans le cadre des accords fiscaux. Et dans ce cadre, je vais devoir continuer à faire une déclaration fiscale. Et certains d'entre vous se posent la question de se dire, bah oui, moi je rentre vivre en France, je n'ai peut-être pas envie de m'embêter à continuer parce qu'il y a de grandes chances que je ne revienne pas vivre aux États-Unis. Pourquoi je dois garder mon passeport américain et pourquoi je ne devrais pas rendre? Parce que justement, pour éviter toutes ces problématiques-là, éventuellement de déclaration et voire parfois d'une lourdeur, d'une complexité fiscale et d'un ajout fiscal, puisque dans certains cas, on peut se retrouver dans une situation où la fiscalité américaine est supérieure à la fiscalité du pays dans lequel on habite. Et donc, par conséquent, le fait d'être américain nous oblige à payer un impôt complémentaire. Donc, dans ce cadre-là, la question qui vient, c'est que faire, que faire de mon passeport, de ma carte verte. Alors, vous verrez qu'on a différentes chronologies hein, dans ce cadre-là. Et on va parler un petit peu de toutes les différentes étapes dans le cadre de son passeport de cette carte verte. Et donc, si certains d'entre vous vous dites, posez la question, je souhaiterais rentrer en France et je souhaiterais rendre mon passeport américain, ma carte verte, il y a une notion qu'il faut connaître, c'est la notion d'expatriate. Hein, si je ne suis, et on va vous donner, je vais vous expliquer quelle est la notion d'expatriate. Si je ne suis pas expatriate, pas de conséquences fiscales, genre mon passeport, genre ma carte verte, ça s'arrête là. Je suis plus tout résident fiscal américain et je peux continuer, entre guillemets, à faire ma vie en France sans avoir de complexité, en France ou ailleurs, bien sûr, sans avoir la complexité fiscale du futur dans ce cadre-là. En revanche, si je suis covered expatriate, là, on va voir la définition de covered expatriate, à savoir, est-ce que je dépasse un certain nombre de critères qui vont avoir des conséquences fiscales, c'est ce qu'on appelle l'expatriation tax, un peu notre exit tax à nous, ou alors, si je ne respecte pas les critères de covered expatriate, là aussi, je n'aurai pas de conséquences fiscales dans ce cadre-là. Donc, la première phase va être vraiment la phase de déclenchement où je veux savoir est-ce que ou pas je suis un expatrié en droit fiscal américain. Donc, un expatrié qui est concerné tout d'abord, c'est soit une personne qui est titulaire du passeport américain. Donc, demain, à partir du moment où vous avez le passeport américain, et si vous souhaitez renoncer à votre citoyenneté américaine, automatiquement, vous serez expatrié. Ou alors, deuxième cas de figure, vous êtes titulaire d'une carte verte, et cette carte verte, vous souhaitez la rendre. Dans ce cadre-là, si vous avez été titulaire de cette carte verte et tout en habitant aux États-Unis pendant au moins 8 ans
au cours des 15 dernières années, précédant l'année où vous abandonnez votre carte verte, vous serez expatriate. Donc, ça veut dire que j'obtiens ma carte verte il y a 8 ans, je la rends aujourd'hui, je suis automatiquement expatriate. Attention, une année écoulée, une année entamée. J'obtiens ma carte verte au mois de novembre, ça compte pour une année pleine. Je la rends au mois de janvier, ça compte pour une année pleine. Donc, quand vous allez effectuer ce mode de calcul, c'est de vous dire, c'est techniquement plutôt 6 ans et demi. Donc, pensez bien à ce calcul-là et n'oubliez pas, c'est à partir de la 8e année, je dis bien, c'est pas au-delà de la 8e année, c'est à partir de la 8e année de détention, je suis expatrié. Donc, souvent, moi, je dis aux gens, carte verte, il n'y a pas de problématique. Souvent, j'encourage même, parfois, les gens disent, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une carte verte, ça peut faciliter beaucoup de choses aux États-Unis, peut-être pour avoir des financements, peut-être pour voyager. Mais la seule différence, c'est garder en ligne, il y a le compte à rebours qui va commencer à tourner, à savoir si vous atteignez ces 8 années de carte verte, alors là, vous serez considéré comme un Américain classique, un citoyen américain, avec les conséquences fiscales, et on va en parler après, vous serez automatiquement expatriate. Ça, c'est vraiment bien important de connaître. Mais attention, le fait d'être expatriate ne veut pas dire que vous allez être covered expatriate et assujetti à l'exit tax. On peut se retrouver dans une situation où on est expatriate, vous rendez votre passeport ou votre carte verte, mais ça s'arrête là, vous ne serez pas covered expatriate. Et c'est là où on rentrera après dans cette notion-là de covered expatriate. Il y a des notions qu'il faut quand même connaître, on en parle beaucoup souvent, vous savez, on a souvent en France ou ailleurs d'ailleurs, les fameuses qu'on appelle, ça a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, les fameux Américains accidentels, des gens qui naissent américains, qui n'ont jamais vécu aux États-Unis et qui se retrouvent dans dans une situation où, un, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à jour des obligations fiscales, et donc deux, bah, ils ne peuvent pas rendre aussi facilement que ça leur carte verte, enfin leur passeport, pardon, parce qu'ils ne sont pas à jour d'obligations fiscales. Et je vous expliquerai l'importance d'être à jour de vos obligations fiscales après. Donc, dans ce cadre-là, le critère de la double citoyenneté, le fait d'avoir été américain à naissance et d'avoir un autre passeport, vont vous permettre de ne pas être considéré comme étant un expatrié, un covered expatrié si demain vous rendez ce passeport et cette carte verte. De la même façon, si vous avez été, dans votre cas, américain et que vous avez été résident fiscal moins de 10 ans au cours des 15 dernières années fiscales, vous aurez également la possibilité de rendre ce passeport sans conséquences fiscales. Et là aussi, ces deux notions, j'insiste bien, on a souvent tendance à les méconnaître. Et c'est aussi, sur certains d'entre vous, vous avez habité, ça fait longtemps que vous êtes en France ou en France et en dehors des États-Unis, vous pourriez tomber sur l'une de ces deux exceptions qui vous permettrait de ne pas avoir de conséquences fiscales. Mais attention, pour pouvoir, dans ce cadre-là, rendre votre passeport américain sans conséquences fiscales, il faudra être à jour de vos obligations fiscales. Et je vais vous en parler après dans ce cadre-là. Et la définition de résidence, c'est dans la règle des 10 ans, donc vous voyez à droite de l'écran, c'est comme étant en moyenne passé 6 mois par an aux États-Unis. C'est la règle qu'on appelle de substantial presence test, où on regarde en gros les 3 dernières années. Et dans ce cadre-là, si cette moyenne-là dépasse 183 jours, et que vous ne pourrez pas bénéficier de cette exemption. Si en revanche, vous êtes à moins de 183 jours pendant ces 10 années, je pourrai rendre mon passeport américain. Donc, dès lors que j'ai rempli la phase 1, donc je suis expatrié. Soit, je rappelle, hors exception que je viens d'évoquer, j'ai le passeport américain ou j'ai la carte verte que je détiens depuis au moins de 8 ans et je décide d'abandonner mon passeport américain ou d'abandonner cette carte verte. Donc, je suis expatriate. Maintenant, il y a une deuxième notion qu'il faut connaître, c'est la notion de covered expatriate. Donc, un covered expatriate, c'est ce fameux expatriate, donc ce citoyen américain ou cette fameuse personne qui a la carte verte depuis au moins 8 ans au cours des 15 dernières années et qui remplit l'un des 3 critères suivants. Et ça, c'est très important. Et attention, ce n'est pas cumulatif. Il suffit de remplir l'un de ces 3 critères pour pouvoir être considéré automatiquement comme covered expatriate et avoir toutes les conséquences fiscales dont on va parler après. Le premier critère, c'est le critère de revenu, on va dire imposition fiscale plutôt que revenu fiscal moyen net. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder les 5 dernières années précédentes l'année où je rends mon passeport, ma carte verte, et je vais regarder quel est le taux moyen d'imposition que je paye. Si le taux moyen d'imposition que je paye par an au cours de ces 5 dernières années dépasse 206 000 $, ça c'est le plafond 2025, c'est ajusté chaque année avec l'inflation, alors je serai automatiquement covered expatriate. Attention, on parle d'imposition du foyer familial, parce que vous pourriez me dire, oui, mais je suis marié, je suis en couple. Dans ce cadre-là,
Moi, c'est moi qui ai l'essentiel de mes revenus, par exemple, ou c'est ma conjointe, mon épouse a l'essentiel de ses revenus. Moi, j'ai moins de revenus. Donc, ma quote-part d'impôt à moi, finalement, elle est peut-être de 20 000 et la quote-part d'impôt de mon conjoint est de 200, 300 000, par exemple. Vous pouvez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est ma conjointe qui est du coup corps expatriate et moi, je suis exonéré? La réponse est si vous déposez une déclaration commune, on considère que chacun paye cet impôt. Donc, dans mon cas de figure à moi, si on paye 300 000 $ d'impôts par an au cours des 5 dernières années, quand bien même la quote-part d'impôt qui me reviendrait à moi serait de 20 000 $, je serais covered expatriate. Donc là aussi, faites attention. Si, là aussi, on pense souvent que déclarer communément, faire une déclaration commune a un sens, ça peut en avoir un, mais si vous avez un objectif d'expatriation un jour, et si l'un des deux conjoints gagne beaucoup plus que l'autre, le fait de déposer une déclaration commune peut impacter. Donc là, parfois, il vaut mieux déposer des déclarations séparées dans ce cadre-là pour pouvoir permettre à l'un des deux conjoints qui ne rentre pas dans ce critère-là. Donc, bien comprendre ce premier critère, hein, du critère de l'impôt moyen que l'on paye par an au cours des 5 dernières années. Si je ne remplis pas ce test, qui est quand même assez compliqué à remplir, enfin, c'est bien de le remplir, mais on parle d'impôt, hein, 206 000 $ d'impôt par an en moyenne. Je vais regarder le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'actif net, hein, ce qu'on appelle ici le net worth. Et là, on va regarder le patrimoine net mondial que l'on possède au moment où on rend sa carte verte ou son passeport américain. Et ce patrimoine, il est de 2 millions de dollars. Et là, par contre, pour un couple, hein, on regarde par individu. Donc, pour un couple, ça ferait 4 millions de dollars. Donc, si je suis en couple, j'ai 3 millions de dollars, et que ma partie à moi de 1,5 million et la partie de mon conjoint d'1,5 million, on est chacun en dessous des 2 millions de dollars, donc nous ne sommes pas covered expatriés. Si en revanche, on est supérieur, l'un des conjoints est à plus de 2 millions de dollars, on va regarder cela. Et on va vous définir tout à l'heure la notion de patrimoine net mondial. Attention, on inclut tout. Alors par contre, on enlève l'antécédent, mais on inclut tout dans la valeur nette de ce patrimoine mondial. Maintenant, si le deuxième test n'est pas rempli, vous pourriez me dire, tiens, le troisième test, il a l'air quand même assez facile. C'est le test de conformité fiscale. Je certifie que je suis à jour de mes obligations fiscales au cours des 5 dernières années précédentes l'année où je m'expatrie, où je rends mon passeport à ma carte verte. Quand on parle de certification d'être à jour, parce que vous allez peut-être me dire, Olivier, mais moi je suis à jour de mes obligations fiscales, je dépose chaque année ma déclaration fiscale depuis 5 ans, donc je n'ai pas de problème. Mais attention, ne pas être à jour, c'est déposer une déclaration inexacte, par exemple. J'ai une assurance vie en France. Cette assurance vie en France, je n'ai jamais déclaré aux États-Unis. Je ne savais pas qu'il fallait la déclarer, qu'il fallait la déclarer dans le cas des FBA, qu'il fallait la déclarer dans le cas de la FATCA. Et donc, dans ce cadre-là, je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce cadre-là, si demain je rends mon passeport, ma carte verte, et que je ne suis pas à jour, même si mon patrimoine est inférieur à 2 millions de dollars, je serai automatiquement covered expatriate. Donc, résultat des courses, c'est si certains d'entre vous vous dites je suis en dessous des critères de 2 millions de dollars ou des impôts de 206 000 $, faites avant quoi que ce soit un audit fiscal des déclarations fiscales qui ont été déposées au cours des 5 dernières années par un expert spécialisé, s'il vous plaît, en fiscalité internationale, hein, qui sache tout ce qu'il faut déclarer, notamment quand on a les actifs financiers étrangers. Assurez-vous que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, régularisez-vous d'abord. Et après, vous pourrez rendre votre passeport américain, votre carte verte, ce qui vous permettra de ne pas être covered expatriate. Parce que si vous la rendez, et bien évidemment, vous me dites, oui, mais c'est pas grave, Olivier, si je la rends, de toute façon, comment on peut savoir que je suis à jour ou pas? S'il y a un audit, s'il y a un contrôle, et qu'on vient vous voir, on va considérer que vous êtes en infraction, et il y aura des pénalités qui seront assez conséquentes, et on se considérera que vous êtes covered expatriate avec les conséquences fiscales que je vais vous évoquer après, qui seront des conséquences fiscales pour certaines qui peuvent être à vie. Attention à cela, hein. Donc, bien comprendre que à partir du moment où je suis covered expatriate, donc on a étape 1, est-ce que je suis expatrié? Je suis citoyen américain, automatiquement oui. J'ai une carte verte depuis moins de 8 ans, au cours des 15 dernières années, non. J'ai une carte verte depuis plus de 8 ans, depuis au moins de 8 ans, là je suis oui expatriate. Étape 2, est-ce qu'en tant qu'expatriate, je suis covered expatriate? Je remplis l'un des 3 critères, hein, tiens, je dis bien l'un des 3. Et à partir du moment où je suis covered expatriate, je vais être assujetti, on va rentrer dans ce qu'on appelle aux États-Unis, là on vous met l'exit tax, on appelle l'expatriation tax. En gros, l'expatriation tax, c'est un peu comme on connaît l'exit tax en France.
ça revient, on aura plusieurs conséquences fiscales. En gros, on va considérer qu'on liquide automatiquement la plupart de ces actifs et certains revenus différés également. Et aussi, on aura une conséquence fiscale successorale dont on va parler après. Donc d'abord, quand on parle du patrimoine mondial, hein, je vous évoquais tout à l'heure la notion de net worth, les fameux 2 millions de dollars. J'ai évoqué les fameux 206 000 dollars, là les 2 millions de dollars. Je prends, dans la qualification de mes 2 millions de dollars, attention, je prends l'intégralité des actifs que je possède dans le monde entier. Ça peut être des biens immobiliers, ma résidence principale, ma résidence secondaire, des investissements locatifs en France, aux États-Unis, ailleurs. Mes participations, j'ai des actions dans des entreprises en France, familiales, aux États-Unis. Mes participations dans les sociétés, dans des startups. Mes stock options également, attention. Ça va être également des portefeuilles d'investissement, ce qu'on appelle des brokerage accounts, hein, des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF, des retraites, des assurances-vie également, françaises et américaines. On va voir également d'autres actifs, des œuvres d'art, des métaux précieux, de la crypto-monnaie. Mais également, on va y tenir compte des plans de retraite accumulés. Est-ce qu'on pourrait aussi se retrouver dans une situation où vous me dites, oui, mais Olivier, 2 millions de dollars avec mon conjoint, on est en dessous des 4 millions. Mais imaginez que vous avez travaillé toute votre vie aux États-Unis. Et que finalement, et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, l'un des motifs, l'une des motivations de rendre son passeport, sa carte verte, c'est de se dire, je quitte les États-Unis, je vais passer ma retraite en France. Dans ce cadre-là, je rends mon passeport américain. Et souvent aux États-Unis, bien évidemment, quand on a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a accumulé? Des plans de retraite, notamment des plans de retraite par capitalisation, ce qu'on appelle les 401k, les IRA. Et ces plans de retraite-là, si vous avez accumulé un certain nombre d'années, notamment quand on regarde la performance des marchés financiers des dernières années, eh bien, on peut se retrouver quand même assez proche de ces 2 millions de dollars. Donc, il suffit d'avoir un plan de retraite quand même qui a été bien abondé pendant des années, plus une maison en France, une maison aux États-Unis, on y arrive très rapidement à ces 2 millions de dollars. Donc, attention à cette notion également de retraite, parce que dans ce cadre-là, je vous donne un exemple concret. Mathieu et Sophie, ils ont un patrimoine net mondial de 3 500 000 dollars. OK. Dans ce cadre-là, on va dire, s'ils sont à moitié-moitié, on va dire, ils ne respectent pas le premier critère. Donc, on pourrait dire, ils ne sont pas assujettis à l'expatriation tax. Deuxième critère, ils payent tous les deux un impôt de 210 000 dollars en déposant une déclaration commune. N'oubliez pas, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis au-dessus des 206 000 dollars. Donc, automatiquement, je suis corral expatrié parce que je suis à plus de 206 000 dollars. Peu importe comment est réparti, je vous rappelle bien l'impôt entre le couple, on considère que c'est conjointement. Troisième cas de figure, c'est Mathieu et Sophie ne sont pas à jour des obligations fiscales. Ils ont une assurance vie, ils ont oublié de déclarer. Eh bien, automatiquement, ils seront corral expatriates et dans ce cadre-là, assujettis à l'exit tax, à l'expatriation tax. Et dans l'expatriation tax, il faut comprendre que l'on a 3 piliers, 3 conséquences fiscales qu'il faut bien comprendre et pour pouvoir vraiment se faire une idée de savoir est-ce que je rends ou pas mon passeport américain. Donc, dès lors que je suis corral expatriate, première conséquence fiscale, le fisc américain va considérer la chose suivante. On va vous dire, pas de problème, parce qu'en fait, il y a de quelques années, on avait la possibilité de rendre son passeport américain, mais on restait imposable pendant les 10 années. Ça a été amendé, réformé. Et depuis, maintenant, on dit la chose suivante. L'administration américaine dit, pas de problème, rendez votre passeport américain ou votre carte verte. Et on ne vous entendrait plus parler de nous. Par contre, il y a une petite chose, il faut régler un impôt, une exit tax. Si vous réglez cette exit tax, il n'y a pas de problème. Donc, la première conséquence fiscale, c'est qu'on va considérer que lorsque l'on rend son passeport américain ou sa carte verte, on liquide l'intégralité de ces actifs que l'on possède à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle, on va taxer les plus-values latentes. J'insiste bien, plus-values latentes, parce que vous allez me dire, ben non, mais Olivier, moi, j'ai rien. Non, non. On va considérer, il y a une notion qui existe dans le cadre des exit tax, c'est la notion de mark-to-market. On va réévaluer la valeur de vos biens au prix du marché, à la fair market value, au moment où vous rendez votre passeport à la carte verte, et on va considérer que c'est comme si vous vendiez tous ces actifs-là au moment où vous rendez votre passeport à la carte verte. Je dis bien, même si c'est virtuel. Attention, dans l'esprit du fisc américain, c'est comme si, entre guillemets, c'est un peu la règle d'ailleurs, c'est un petit peu comme si vous décédiez, vous liquidiez votre portefeuille, vos placements, vos actifs, et donc, on va regarder, est-ce que j'ai réalisé une plus-value? Donc, à combien j'ai acheté ces actifs? Combien valent ces actifs
au moment où je rends mon passeport, ma carte verte. Et là, je vais calculer une plus-value. Et on va faire la somme de toutes les plus-values accumulées. Je rappelle bien, hein, mondial, au niveau mondial. J'ai une maison en France, j'ai une maison aux États-Unis, j'ai des actions en France, des actifs des actions aux États-Unis. Je vais faire l'accumulation de toutes ces plus-values latentes. Le fisc américain, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'accorder un abattement. On accorde un abattement dans le cas de l'exit tax sur ces actifs-là. Et cet abattement, il est de 890 000 $ pour 2025. C'est pareil, il est ajusté par l'inflation. Alors, je voulais lui dire tout à l'heure, les fameux abattements de 2 millions de dollars, malheureusement, ils ne sont pas ajustés par l'inflation. Là, celui-ci, cet abattement-là, il l'est, mais pas le 2 millions de dollars. Ces 2 millions de dollars de valeur d'actifs, c'est le même depuis que je pratique quasiment depuis 20 ans. Pourquoi il n'a pas été ajusté par l'inflation, je ne sais pas, mais ça montre qu'on a envie quand même qu'il y ait plus de gens qui soient assujettis à l'exit tax. Mais dans ce cadre-là, pour l'abattement, une fois que je suis couvert d'expatriate, on me donne des abattements qui, eux, sont assujettis à l'inflation. Donc, si par exemple, dans mon cas, la somme de mes plus-values font 800 000 $, je n'ai pas d'exit tax sur cette classe d'actifs. En revanche, si la somme de mes plus-values font, par exemple, 1 190 000 $, alors j'aurai 300 000 $ qui seront assujettis à cette expatriation tax. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va faire comme si vous réalisiez une plus-value. Donc, on sera assujetti au régime des capital gains aux États-Unis. On va regarder est-ce que c'est du long terme, est-ce que c'est du court terme. Donc, souvent, c'est une grande partie du long terme. Donc, si c'est du long terme, vous savez, ce sont la fiscalité au régime de plus long terme. Donc, c'est de 15% à 20% max. Et dans ce cadre-là, on va vous calculer cette plus-value-là. Donc, n'oubliez pas, hein, comme j'ai évoqué, le mécanisme, hein, c'est que l'IRS considère que tous vos actifs mondiaux sont vendus fictivement à leur fair market value. Important, on fait comme si vous vendiez tout. La date de vente de référence, c'est la veille de la date de votre expatriation. C'est que ce sera considéré comme la date de vente. Et bien évidemment, on va pratiquer toutes les règles de plus-value afférentes à cela avec l'abattement des fameux 890 000 $. Donc, dans mon cas à moi, si Mathieu possède une résidence principale, il a la valeur qui a fortement augmenté, on va appliquer le régime du mark to market. On appliquera l'abattement des 890 000 $. Alors, sur certains cas, on pourra même pratiquer l'abattement de la section 121 qui vous permet d'être exonéré au niveau de la résidence principale à la hauteur de 250 000 $ et 500 000 $ si vous respectez les critères d'abattement. Et donc, dans ce cadre-là, si j'ai réalisé une grosse plus-value sur ma résidence principale, je pourrais avoir une fiscalité assez conséquente aux États-Unis. Donc là, exemple, j'ai ma résidence principale de 800 000 $ au niveau de ma fair market value, hein, comme on l'a évoqué. Alors c'est comment dirais-je, le règle de l'actif, hein, si on revient un petit peu à l'exemple. Hein, dans notre cas à moi, j'ai une résidence principale de 800 000 $. J'ai un portefeuille de placement 850 000 $ plus d'autres classes d'actifs. La valeur de mes actifs au moment où je rends mon passeport à carte verte est de 2 150 000 $. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit, la valeur de mes actifs nets, j'ai les plans de retraite également, j'ai un endettement de 100 000 $, donc je déduis cet endettement. Donc j'arrive à 2 50 000 $ de net worth. Donc je suis juste au-dessus du net worth et par conséquent, je vais être assujetti à la règle de l'exit tax. Attention, également, on va réintégrer, faites attention, on a assujetti à la règle des successions et donations. Donc, si vous faites la veille, vous dites, tiens, je vais tout donner à mes enfants la veille. Non, on va réintégrer les donations éventuellement que vous auriez effectuées au cours des 3 dernières années, justement pour éviter aux gens de dire, je donne tout à mes enfants, comme ça, je ne suis pas assujetti à l'exit tax. Ça ne marchera pas dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'il faut l'anticiper vraiment en amont. Une des données aussi souvent qu'on oublie dans cette qualification de l'actif net, hein, on est toujours là dans cette règle-là, c'est on va me dire souvent, Olivier, j'ai du démembrement. Soit moi, j'ai donné la nue propriété à mes enfants et j'ai l'usufruit, soit je suis titulaire moi-même de la nue propriété des classes d'actifs. Hein. C'est ce qu'on appelle en France le démembrement. Le démembrement est considéré aux États-Unis comme du life estate. Ça veut dire qu'en cas de succession, l'intégralité du patrimoine est taxable. Donc, en fait, le démembrement en France, hein, c'est assez intéressant. On a des tables hein, qui sont, je ne vais pas rentrer en détail ici, mais on a des tables qui sont assez prédéfinies. Donc, attention, on va intégrer cette valeur de nue propriété hein, dans le calcul
comment dirais-je, du patrimoine des 2 millions de dollars selon les règles américaines, selon les tables américaines. Donc, je ne vais pas regarder la table précédemment. Là, je vais me situer dans la table de l'administration américaine. Hein, on a des tables précises qui sont calculées par l'administration américaine. Donc, là, attention, on va tenir compte de ce démembrement dans ce cadre-là. Donc, ça peut avoir une conséquence fiscale pour moi, hein, dans mon cas de figure, si j'ai du démembrement. Bien évidemment, je peux avoir une conséquence fiscale parce que si je vends, on va considérer que je vends ma nue propriété, ben, on va calculer une plus-value latente et également sur cette nue propriété, alors qu'en fait, j'ai rien le droit parce que n'oubliez pas que l'usufruit reste au niveau de mes parents. Donc, ça serait un petit peu une conséquence fiscale qui sera, je dirais, assez importante. Et je vais regarder les tables définies par l'administration américaine. Alors, il faut bien comprendre, c'est la section 75-20. Aux États-Unis, le life estate, qui est l'équivalent du démembrement en France, a aussi sa propre table et va définir la valeur d'usufruit, la valeur de la nue propriété. Et c'est cette table-là que je vais devoir prendre pour calculer mon impact fiscal dans le cadre de mon exit tax, si j'ai de la nue propriété ou de l'usufruit. Je ne vais pas prendre la table française, je vais prendre la table américaine. Et bien évidemment, il faut tout documenter. Parce que souvent, ce qu'on me demande dans le cadre du test, c'est comment je fais, c'est en quoi je le prouve. Donc, on va en parler après d'ailleurs. On a un formulaire fiscal à remplir lorsqu'on assujetti à l'exit tax, à expatriation tax, où on liste en fait ses actifs au moment où on rend son passeport, sa carte verte. Sauf qu'on ne va pas vous demander de justifier ses actifs, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez la valeur. C'est uniquement en cas de contrôle. En cas de contrôle, c'est pour ça qu'on insiste bien de garder une documentation. En cas de contrôle, si on vous challenge, on va vous demander de justifier la valeur de votre patrimoine. Mais ce ne sera pas fait au moment où vous allez rendre votre passeport et votre carte verte, hein, et vous allez remplir ce formulaire-là. On en parlera à la fin du formulaire à connaître dans le cadre de l'exit tax, de l'expatriation tax, qui sera important de connaître. Hein. Donc ça on l'a évoqué tout à l'heure. Hein, donc, dans notre cas, nous, on a une nue propriété. Le père, moi, je suis titulaire d'une nue propriété qui fait en pleine propriété 1 500 000 $. C'est mon père qui est usufruitier, qui a 83 ans. Donc, en fait, la valeur de la nue propriété en France serait peut-être on va dire, de 900 000 $. Aux États-Unis, on va regarder la table, et la table américaine dit, et en plus, c'est par année, c'est pas comme en France où c'est par règle de 10 ans. Je vais regarder à 83 ans, la valeur de la nue propriété est de 61,4%. Donc, je vais prendre 1,5 million fois 61,4 et ce sera la valeur d'actif que je vais retenir pour calculer ce qui me revient à moi dans mon cas de figure. Donc, dans mon cas de figure, ces 921 000 $ me font basculer à plus de 2 millions de dollars et donc assujettis forcément à la valeur de l'exit tax, de l'expatriation tax. Donc, je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, conséquences fiscales, c'est comme si je liquidais tout. Je vais calculer la somme de ces plus-values latentes. Jusqu'à 890 000 $, je ne paie pas d'impôt. Tout ce qui est au-dessus, ce sera un régime du capital gain, notamment du long terme. Donc, vous l'avez à l'écran, hein, en fonction de la plus-value réalisée et des revenus du foyer, je serai assujetti une tranche entre 0 et 20%. Donc, en fait, en gros, on va rajouter ces plus-values taxables à votre déclaration fiscale finale. Donc, je rends mon passeport en 2025. En 2026, quand je vais faire ma déclaration de 2025, en plus des revenus normaux que j'ai réalisés sur l'année, mon salaire, mes W2, je vais rajouter la plus-value assujettie à l'exit tax dans ma déclaration fiscale classique. Hein, ce n'est pas une déclaration fiscale spécifique pour calculer l'impôt. On va rajouter à vos revenus de l'année. Ça peut, quand on a des salaires, par exemple, on a un bonus, quand on quitte un emploi ou quoi que ce soit, ça peut avoir une conséquence fiscale aussi dans ce cadre-là, d'être au niveau de l'exit tax. Donc ça, c'est vraiment première conséquence fiscale. Je suis taxé sur la somme de mes plus-values latentes qui est au-dessus de 890 000 $. Deuxième conséquence fiscale, c'est ce qu'on appelle la taxation de tous les revenus différés, les deferred compensation items. Alors, les deferred compensation items, les plus connus, c'est les plans de retraite, mais n'oubliez pas, on peut avoir également des stock options, on peut avoir également des plans de retraite spécifiques, des non-qualified plans. Donc, tout cela, on va considérer également, au moment où je rends mon passeport et ma carte verte, on va considérer que c'est comme si je liquidais ces plans-là. On va le voir tout à l'heure. Donc, dans le cas, par exemple, des plans de retraite, hein, quand on prend des plans de retraite, on va parler de vos IRA, de vos 401k. Et tout cela, on va considérer que vous touchez tout d'un coup. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Olivier, normalement, un 401k ou un IRA, je n'ai pas le droit de le toucher avant 59 ans et demi. Moi, j'ai 50 ans. Pourquoi je dois payer un impôt dessus? Parce qu'en plus, normalement, je paierai des pénalités. L'IRS dit oui, peut-être, mais pour nous, c'est comme si vous les liquidiez.
virtuellement, en fait. Hein, ça, on ne vous demande pas de sortir l'argent, mais on vous demande de payer l'impôt dessus au moment où vous rendez votre passeport à carte verte. Donc, attention à cette conséquence fiscale. Là aussi, on oublie souvent. Je rends ma passeport, ma carte verte. J'ai accumulé pas mal ce qu'on appelle d'after-tax ou même de pré-tax. On parlera après tout à l'heure dans le cadre de l'after-tax, l'impact négatif que ça peut représenter. On va considérer qu'on touche tout en one shot à ce moment-là. Là, ça peut faire mal. Là, on parle d'une fiscalité assez importante. Hein. Dans le cas d'un 401k, on va en parler tout à l'heure plus en détail, mais dans un 401k, j'ai la possibilité de faire une élection en demandant de différer ma fiscalité au lieu de la payer au moment de l'exit tax, de la différer au moment du versement futur de ces plans de retraite. Et ces versements futurs feront l'objet d'une retenue à source à chaque distribution de 30% au niveau de l'organisme de retraite qui vous les versera. Mais ça, ce n'est possible que dans le cas d'un 401k. Si demain, vous avez accumulé un IRA et que vous rendez votre passeport à carte verte, vous êtes co expatriate, je vais être taxé dès le premier dollar sur ces IRA sans exception. Peu importe que je n'ai pas l'âge légal, je serai taxé dessus. Attention à cela. Donc, on va voir, dans mon cas figure, la seule exception, quand je vais l'évoquer tout à l'heure, c'est le 401k. Donc, dans tous les cas, ce sera une imposition immédiate, IRA sans exception. Si j'ai un 401k, c'est pour ça qu'on va l'établir, il est marqué uniquement 401k, j'ai la possibilité de faire une élection pour demander le report d'imposition sur ce 401k. Mais la problématique, c'est que souvent, quand on quitte les États-Unis, on a fait un rollover vers un IRA, et là, je n'aurai pas l'exception, je devrais payer l'impôt tout de suite, si, encore une fois, je décide de rendre ce passeport ou cette carte verte et que je suis assujetti à l'exit tax. Et j'insiste bien, je n'ai pas d'abattement dans le cadre de ce type de revenu. Vous savez, tout à l'heure, on a dit, dans le cas des actifs, des plus-values générées fictives, j'ai un abattement de 890 000 $. Là, dans le cadre des deferred compensation, retraite et revenus différés, je suis taxé dès le premier dollar. Je n'ai pas d'exception, je n'ai pas d'abattement. Donc, bien comprendre cela. Hein. Donc, les lectures diffèrent, comme je l'ai dit, dans le cas d'un 401k. Si Mathieu décide, il a un 401k de $1 million, il décide de faire, comment dirais-je, une élection, il sera taxable à 30% au moment des distributions. Attention également à un autre piège. Désolé, mais il y en a un autre piège. Il y a deux problématiques aussi. Malheureusement, les assurances vie américaines également, dans le cas de l'exit tax, on va vous taxer sur la cash value, donc sur les revenus accumulés dans le cadre de la cash value d'une assurance vie américaine. Pas dans le cadre de l'assurance décès, bien évidemment, mais dans le cadre de la cash value. Donc, si certains d'entre vous avez une assurance vie américaine, l'idéal, en règle générale, c'est de la mettre dans un trust irrévocable. Et dans ce qu'on appelle un non-grantor trust, ça veut dire que c'est l'assurance vie américaine qui paye l'impôt, ce qui de toute façon est mieux de faire dans ce cadre-là. Et ça vous permet en fait de sortir cet actif définitivement de l'exit tax et de ne pas être assujetti à une taxation sur l'accumulation de la cash value. Mais si vous avez une assurance vie à votre nom avec de la cash value, on va regarder les revenus, les intérêts qui ont été accumulés et vous serez taxé dessus. Mais encore une fois, il y a une façon assez facile de le retirer dans ce cadre-là. La problématique, c'est que si vous accumulez des plans de retraite français, alors vous allez me dire, les plans de retraite français, Olivier, bah oui, mais normalement, dans le cas de l'article 18, la convention fiscale, c'est taxé dans le lieu de cotisation dans la distribution. C'est vrai. Sauf que dans le cadre de l'exit tax, c'est différent. Dans le cadre de l'exit tax, on va regarder une chose. On va dire, est-ce que j'ai cotisé à ces plans de retraite français depuis que je suis résident fiscal américain? Ça, c'est très important. Premier scénario pour les cas de figure, je viens vivre aux États-Unis, j'ai une retraite française, j'ai cotisé pendant 30 ans, j'arrive aux États-Unis, j'y cotise plus. Si je rends mon passeport, ma carte verte, pas de conséquences fiscales. Deuxième cas de figure, j'ai cotisé pendant 30 ans en France, je déménage aux États-Unis, je continue à cotiser pendant 10 ans au régime de cotisation français. Dans le cas de l'exit tax, on va dire, ah, attention, vous avez cotisé à une retraite étrangère alors que vous étiez résident fiscal américain. Dans ce cadre-là, on va prendre le ratio, donc un quart, hein, j'ai cotisé 10 ans sur 40 ans de retraite, un quart a été cotisé aux États-Unis, et on va calculer la valeur de votre retraite. Alors vous allez me dire, oui, mais Olivier, comment c'est facilement calculé? On peut le calculer facilement parce qu'on a des tables au niveau de l'administration américaine. Donc en gros, on va être capable de dire qu'est-ce que vous avez accumulé comme valeur hein, dans le cadre du plan de retraite français. Et on va bien évidemment l'actualiser à la valeur actuelle d'aujourd'hui, donc on aura quand même un discount, mais il y a 25% de cette retraite française qui sera taxée dans ce cadre-là. Attention à ça aussi, parce que là, on a souvent tendance à me méconnaître, ou si j'ai cotisé depuis que je suis résident américain, je ne vais pas avoir une conséquence fiscale assez importante dans ce cadre-là.
Je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, le statut du 401k va vous permettre de différer, je dirais, l'imposition dans le cadre des plans de retraite. En revanche, dans le cas des 401k, il faut faire une élection. Important de faire cette élection. Si vous ne faites pas d'élection, vous serez intégralement taxable au moment de l'exit tax. Et l'élection, elle se fera, bien évidemment, dans le cadre de l'exit tax, de l'expatriation tax. Vous remplirez un formulaire, vous allez dire, je ne veux pas que mon 401k soit taxé maintenant, je veux qu'il soit taxé le jour où je vais avoir la distribution. Si vous ne faites pas de cette élection-là, c'est une taxation immédiate dans ce cadre-là qu'il faudra avoir dans ce cadre-là. Autre chose importante. Là, je vous ai parlé des plans de retraite, ce qu'on appelle les pré-taxes. Les plans de retraite pré-taxes, pour rappel, dans les 401k et l'IRA, c'est j'ai une déduction fiscale aujourd'hui. Par contre, au moment de ma retraite, dans le futur, je suis taxé des premiers dollars. Vous savez qu'aux États-Unis, on a une deuxième fiscalité, une deuxième catégorie de plan de retraite, c'est ce qu'on appelle le l'after tax. On dit cela des ROS. Et dans le cadre des ROS, les ROS, l'avantage du ROS aux États-Unis, c'est que je n'ai pas d'éducation fiscale aujourd'hui, mais je n'aurai jamais d'imposition sur les revenus accumulés. Donc, si j'ai mis 10 000 dans un ROS, il en vaut 100 000 dans 30 ans, ces 90 000 $ ne feront jamais l'objet d'une fiscalité d'un point de vue américain. Malheureusement, dans le cadre de l'exit tax, et là, on se fait coincer, l'exit tax, des choses suivants, les produits qui sont classiquement ont une fiscalité exonérée d'imposition, je vous ai évoqué notamment tout à l'heure les assurances vie américaines, dans le cas des ROS, ce sera la même chose. C'est-à-dire que dans mon cas de figure, j'ai mis 10 000 $. Au moment de l'exit tax, mon ROS vaut 100 000. Normalement, 90 000 $ ne devraient pas faire l'objet d'une fiscalité à vie. Dans le cas de l'exit tax, on va me demander de payer un impôt sur mes 90 000 $ de revenus accumulés. Je sais bien qu'en théorie, normalement, ce n'est pas fiscalisable, mais dans le régime fiscal de l'exit tax aux États-Unis, je vais payer un impôt dessus. Donc attention à cela, parce que ça peut avoir des conséquences fiscales, là aussi, un peu dommageables dans ce cadre-là. Donc bien y penser. Donc, j'insiste bien sur cette partie-là. On a évoqué tout à l'heure la problématique également des contrats d'assurance vie, des cash value life insurance. Je vous ai évoqué tout à l'heure. On va regarder la cash value et la cash value sera taxable, même si normalement, en droit américain, c'est un produit exonéré d'imposition. Donc, l'une des possibilités dans ce cadre-là, c'est de pouvoir transférer dans un non-grantor trust. C'est-à-dire qu'en fait, un non-grantor trust, c'est le trust en lui-même qui paie son impôt et non pas moi. On a deux grosses catégories de trusts aux États-Unis, des grantor trusts et les non-grantor trusts. Grantor trust, ça veut dire que je loge mes actifs dans un trust, mais moi-même, je continue en tant que personne physique à payer les impôts pour le compte du trust. L'avantage fiscal dans ce cadre-là, c'est de bénéficier des taux d'imposition plus favorables au niveau personnel. Si c'est un non-grantor trust, ça veut dire que le trust a la personnalité morale en termes fiscal, c'est le trust qui paye l'impôt. En général, le trust paye un impôt plus important qui est de 35%. Mais c'est très important dans le cas de l'exit tax parce que certains d'entre vous allez me dire, même Olivier, moi, c'est pas grave, de toute façon, j'ai tout mis dans un trust. Et en fait, tous mes actifs sont dans ce trust-là, donc en fait, j'ai plus de patrimoine. Malheureusement, tout ce qui est logé dans un grantor trust, on considère que vous êtes dans le cas de l'exit tax, de l'expatriation tax, dans le cas du calcul non seulement de l'actif net, mais également des plus-values, on va considérer que je suis toujours propriétaire de ces actifs. Alors que normalement, encore une fois, je ne suis plus propriétaire de ces actifs, surtout quand c'est un trust irrévocable. Là, si le trust est grantor, le fisc américain va dire pour nous, c'est comme si vous étiez toujours propriétaire. Donc, non seulement pour calculer les 2 millions de $, on va prendre les actifs du trust, et pour calculer les plus-values également, on va prendre les plus-values latentes du trust. Alors que si je mets mon trust en non-grantor trust, c'est-à-dire que c'est le trust qui a une personnalité fiscale, alors dans le cas de l'exit tax, ces actifs seront complètement hors champ d'application. Donc là aussi, il faudra bien penser dans le cadre de la stratégie. Maintenant, la troisième conséquence fiscale, qui pour moi, je dirais, et là, vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup, mais est la plus importante. Parce que vous pourriez me dire, Olivier, moi, j'ai payé mon impôt, je rends ma carte sur mon passeport américain, c'est pas grave, je paie mon exit tax, maintenant, je ne peux plus entendre parler des États-Unis, je ne suis plus résident fiscal, ça s'arrête là. Et je vais vous dire, non, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Et notamment, dans nos situations à nous, si on a eu des enfants aux États-Unis, ces enfants ont fait toute leur vie aux États-Unis. Nous, notre choix personnel, c'est de quitter les États-Unis, de rendre son passeport américain. Mais en face, nos enfants vont vous dire, Olivier, t'es bien gentil, mais tu rends ton passeport, ta carte verte. Moi, ma vie, elle est aux États-Unis. Moi, je reste vivre aux États-Unis et j'ai un passeport et je reste aux États-Unis. Il y a une règle qui existe aux États-Unis qui dit la chose suivante.
vous savez qu'en temps normal, normalement, en tant que personne fiscalement domiciliée aux États-Unis, je peux donner à mes héritiers, peu importe d'ailleurs le lien de parenté, à l'heure actuelle jusqu'à 13 990 000 $. À partir du 1er janvier 2026, 15 millions de dollars. Je peux donner jusqu'à ces montants-là sans payer d'impôts sur les donations et successions. Hein, c'est cumulatif tout ça. Je fais donc une donation cette année de 1 million de dollars à mon fils. Pas de conséquences fiscales, puisque je suis en dessous des abattements. J'utilise 1 million de dollars dans le cadre de mon abattement des 13 990 000 $. La règle fiscale est la suivante. Une personne, donc un résident fiscal américain, qui perçoit une donation ou une succession d'un covered expatriate, donc moi, Olivier, j'ai rendu mon passeport américain, j'ai payé mon exit tax, je suis covered expatriate, attention, aux yeux du fisc américain, je serai covered expatriate à vie. Si je décide de faire une donation à mon fils, et là, il faut savoir qu'en droit américain, le régime des successions et donations, c'est-à-dire quand on fait une donation, une succession, c'est la personne qui donne ou qui décède qui paie l'impôt. Là, dans ce cas de figure, ça va être l'inverse. Ça va être mon fils va toucher une donation de ma part de 1 million de dollars. Moi, je suis covered expatriate. En 2026, j'effectue une donation à mon fils de 1 million de dollars. Mon fils va payer 40% d'impôt sur ce que je vais lui transmettre sans abattement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un abattement, je passe d'un abattement, j'étais à 13,9 millions. Je rends mon passeport à ma carte verte en 2025. 2026, je décide de faire une donation à mon fils de 1 million de dollars. Mon fils va payer 40% d'impôt, parce que la règle fiscale, c'est la tranche maximale d'imposition au régime successoral, 40% sans abattement. Donc, mon fils, il dit bien mon fils, parce que la charge de l'impôt, dans ce cas-là, est au bénéficiaire, va devoir payer 400 000 $. Vous voyez la vraie conséquence fiscale? C'est-à-dire que là, en gros, j'ai puni, entre guillemets, mon fils sur tout ce que je vais transmettre dans le futur. Et ça, ce sera à vie. Bien évidemment, si je paye un impôt dans un pays comme la France, je déduirai cet impôt de cette base, mais je serai taxable sur le patrimoine mondial. Hein, ce sont les biens mondiaux qui sont concernés. Que j'ai des actifs, il n'y ait plus aucun actif aux États-Unis. Malheureusement, je vous évoque encore, c'est covered expatriate. Mon fils, qui est résident fiscal américain, va devoir payer un impôt sur toutes les donations et successions futures que je vais lui faire sans abattement. La seule possibilité, ça aurait été que mon fils, lui aussi, si mon fils n'était pas américain, parce que là, vous pouvez me dire l'inverse. Il dit, bah, Olivier, moi, j'ai rendu mon passeport, je suis covered expatriate, mais mon fils, lui, n'a jamais été américain, n'a jamais habité aux États-Unis. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est le statut fiscal du bénéficiaire qui est important. Statut fiscal, résident fiscal américain, perçoit une donation d'un covered expatriate, taxation, plein pot, du côté américain, malheureusement, sans abattement. Donc, attention, hein, c'est quelque chose qui est important, une règle qui est vraiment, pour moi, la plus importante et qu'on connaît, on a tout souvent tendance à méconnaître. Et c'est pour ça que les Américains donnent la charge de l'impôt aux bénéficiaires, parce que bien évidemment, moi, je pourrais dire, j'ai plus d'actifs aux États-Unis, comment ils vont pouvoir recouvrir mon impôt? Ben là, ils vont le recouvrir parce que c'est le bénéficiaire qui doit le payer. Et le bénéficiaire, il est résident fiscal américain. Donc maintenant, pour regarder ces conséquences, bien évidemment là, c'est quel est le schéma du coup? Qu'est-ce que je dois faire si je décide de rendre mon passeport à ma carte verte? Le premier statut, c'est qu'en fait, vous allez devoir remplir un formulaire qui est le formulaire 8854. Ce formulaire 8854, vous allez le déposer au moment où vous allez déposer votre déclaration fiscale annuelle. Donc, j'ai rendu mon passeport à ma carte verte en 2025. En 2026, en plus que mon formulaire 1040, je vais déposer le formulaire 8854, hein, dont je vais mettre une copie avec ma 1040, mais je vais l'envoyer à une adresse spécifique. Et dans ce formulaire 8854, en fait, je vais répondre à toutes les questions que je vous ai évoquées tout à l'heure. La première question, ce sera, est-ce que vous êtes US citizen? Oui. Dans ce cas-là, vous êtes expatrié. Deuxième question, est-ce que vous êtes impôt moyen des 5 dernières années? Actif mondial, à jour de vos obligations fiscales. Et après, je vais prouver la valeur de mes actifs nets et mon impôt. Donc, je vais lister mes actifs pour montrer que soit ils sont inférieurs à 2 millions de dollars ou ils sont supérieurs à 2 millions de dollars. Donc, je vais remplir ce formulaire. Attention, hein, c'est un formulaire où vous êtes certifié sur l'honneur. Un certain d'entre vous pourraient dire, bah, c'est pas grave, je fais, excusez-moi, c'est inexact ou quoi. Non, non, c'est certifié sur l'honneur. Donc, si demain, il y a quelque chose qu'il faut, c'est des poursuites derrière qui peuvent être civiles et bien évidemment pénales s'il y a un but de fraude derrière. Donc, je vais effectuer ce formulaire 8054. Dans ce formulaire 8054, je vais calculer les fameuses plus-values qui sont taxables et les revenus de retraite qui sont taxables. Et après, dans ma 1040, je vais rajouter
ces plus-values latentes et ces revenus de retraite qui latents aussi, entre guillemets, dans ma déclaration de revenus que je vais faire, donc ma déclaration 2025. Et donc là, j'aurai mon impôt qui sera payé dans ce cadre-là. Et donc, je vais faire tous ces calculs qui seront effectués, et chaque année, je vais devoir mettre à jour mon formulaire 8054 si je continue. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, hein, à ces conséquences fiscales, hein, comment je vais pouvoir anticiper ces conséquences fiscales, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. J'ai un impôt sur les gains non réalisés, donc j'ai une exit tax. Je peux pas, comment je fais pour l'anticiper? J'ai probablement une absence de liquidité, parce que je l'évoquais tout à l'heure. Mais comment je fais pour payer mes plans de retraite si légalement, je n'ai pas le droit de les prendre, sinon je paye une pénalité de 10%? Comment je vais faire? Donc là, il y a une absence de liquidité. Là, et qu'est-ce que ça va engendrer? Une obligation de vendre certains actifs ou couvrir. Et donc un coût forcément imprévu et des problématiques, dans ce cas-là, qui seront financiers. Financiers, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais baisser la valeur de mon patrimoine dans ce cadre-là. Donc, pensez bien à ces problématiques de double imposition. Je peux me retrouver dans un système de chevauchement fiscal. Et il faut que je regarde bien les conventions fiscales qui ne protègent pas toujours de l'exit tax américaine. Comment je peux m'y protéger? Il faut bien analyser cette complexité et ce coût supplémentaire qui va être important. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment je peux éviter pour avoir ce piège de fameux 2 millions de dollars? Comment je vais pouvoir faire pour faire en sorte de réduire ce patrimoine? Donc, la réponse, c'est bien évidemment, c'est soit vous connaissez dès maintenant, et c'est d'exposer, de regarder quels sont mes risques fiscaux. Qu'est-ce que ça va engendrer, moi, d'un point de vue exposition fiscale? Combien, si demain, je rends ma carte verte, je devrais payer comme impôt? Est-ce que j'ai des enfants qui restent? Il faut le quantifier, ce risque-là. Une fois qu'il est quantifié, il faut se dire, c'est option 1, pas grave, je garde mon passeport américain. Il n'y a rien qui m'empêche, je garde mon passeport américain. Je vis en France ou ailleurs. Oui, je continuerai à déposer des déclarations fiscales américaines à vie. Mais bon, il y a peut-être moins de conséquences fiscales dans ce cadre-là que de payer, je vous ai montré tout à l'heure, et surtout les problématiques de donation et succession future. Ou alors, deuxième conclusion, c'est non, je veux quand même rendre mon passeport américain. Dans ce cas-là, la réponse est anticiper. Ne le faites pas l'année d'avant. Je l'évoquais tout à l'heure, la règle des 3 ans. Commencez à anticiper une donation à vos enfants au moins 3 ans avant, pour que cela puisse éventuellement sortir de votre patrimoine. Moi, j'aime bien utiliser, par exemple, des véhicules juridiques de family partnership, parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le trust, ça ne marchera pas, sauf s'ils ont non de granteur. Donc, les family partnership peuvent être intéressants. Dans ce cas-là, c'est peut-être d'apporter les actifs dans un peu plus de 3 ans avant dans une family partnership, dans laquelle vous allez quand même garder contrôle. Vous n'aurez que 1% des titres, mais vous serez le gérant. Vous garderez le contrôle des actifs. Et au moment où vous ferez votre exit tax, vous serez titulaire dans vos actifs que de uniquement 1%. Donc, peut-être que je pourrais être en dessous des 2 millions de dollars. Donc, anticiper comment je peux faire pour avoir cette même family partnership. Ou alors, si j'ai un déséquilibre dans le couple, peut-être faire en sorte de donner à mon conjoint, si ma conjointe, par exemple, est américaine, bah là, dans ce cadre-là, c'est instantané parce que le régime des donations et successions, les donations sont complètes dans le cadre d'un conjoint américain. Donc, je peux éventuellement transférer mon patrimoine au conjoint qui peut-être soit le conjoint lui garde son passeport américain ou alors le conjoint est en dessous des 2 millions de dollars. Donc, ça me permet de rééquilibrer aussi un petit peu pourquoi pas être en dessous des 4 millions de dollars cumulés. Donc, réallouer, rééquilibrer son patrimoine peut-être avec le conjoint. Comme j'évoquais tout à l'heure, rééquilibrer en faisant des donations aux enfants, mais plutôt dans des véhicules contrôlés comme des family partnerships. Hein. Attention, j'insiste bien, les trusts classiques comme Grantor ne marcheront pas parce qu'ils rentreront dans le cadre de l'expatriation, de l'exit tax, donc au moins 3 ans avant. Et ça vous permettra éventuellement de réduire ce patrimoine, d'éviter éventuellement un exit tax et d'avoir une protection future qui pourrait être intéressante. Mais pensez bien à faire un inventaire complet de vos actifs, d'anticiper votre impôt, d'appliquer l'exonération, comme on l'a évoqué, et de calculer vos plus-values latentes. Mais j'insiste bien dans l'inventaire complet des actifs. Pensez bien au démembrement. Je l'évoquais tout à l'heure, je me suis attardé parce que pour moi, c'est un sujet qu'on a souvent tendance à oublier. Mais également, potentiellement, le patrimoine potentiel futur. Imaginons aujourd'hui que vous avez des parents qui ont un petit peu d'argent et peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez hériter de vos parents aussi. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup à ce moment-là, si à terme vous pensez hériter d'un patrimoine assez conséquent, bah, peut-être de rendre son passeport plus tôt, avant d'être au-dessus des 2 millions de dollars, ou alors d'anticiper les futures donations, successions de vos parents et de voir comment les allouer et éventuellement de trouver la bonne structure dans ce cadre-là qui pourrait être intéressante. Hein. Donc, faites-vous bien entourer et j'insiste bien aussi, analysez votre situation fiscale avant de rendre votre passeport de carte verte. Assurez-vous bien que vous êtes à jour, que vos déclarations ne sont pas inexactes, elles ne sont pas incomplètes. Hein. Anticipez toujours et faites en sorte d'optimiser vos comptes de retraite aussi.
parfois, ça peut être intéressant. Donc, bon, si vous avez déjà transféré dans un IRA, est-ce que je n'ai pas plus intérêt de transférer dans un Roth pour au moins apurer la fiscalité de mes plans de retraite et de l'étaler? Est-ce que j'ai un intérêt ou pas de faire on appelle des rollovers vers des Roths ou pas, même s'il y aurait une fiscalité sur les revenus qui ont été accumulés depuis, mais peut-être que ça me permettra d'être un peu plus proactif dans ce cadre-là. Et bien évidemment, d'anticiper les donations, hein. Donc, on a évoqué tous ces sujets-là tout à l'heure. Pensez également à la chose aussi, je vous l'évoquais tout à l'heure, gérer votre revenu fiscal moyen de référence. Donc, quand on dit revenu, c'est l'impôt fiscal. Peut-être que cette année, vous allez réaliser une grosse opération, vous allez vendre une société. Bah, n'oubliez pas que ça va rentrer en calcul de l'impôt moyen des 5 ans. Donc, peut-être attendez avant de rendre votre passeport américain que vous soyez en dessous des fameux 206 000 $. Et peut-être également commencer à faire des déclarations séparées. Si vous avez une fiscalité déséquilibrée dans un couple, de faire des déclarations séparées pour pouvoir justement sortir, au moins protéger l'un des deux conjoints pour qu'il soit en dessous et pas être assujetti éventuellement à l'exit tax. Donc, pensez bien à cela. Et je l'ai évoqué, pensez bien, est-ce que j'ai bien déposé, fait toutes mes déclarations fiscales? Est-ce que j'utilise les exonérations comme je dois évoquer? Et est-ce que j'ai bien optimisé mes plans de retraite, hein? Donc, expert, transfrontalier, approche globale important, essayez d'éviter la double imposition en anticipant et ayez recours à une stratégie unique qui sera pour moi primordiale et importante. J'en ai fini des questions. Très bien. Cédric, tu veux Oui, aussi? absolument. Merci Olivier pour cette présentation très compréhensive. Alors, on a une question de Franck qui nous demande dans un couple, les 890 000 sont-ils par individu ou pour le couple? Alors, les 890 000 $, ce sera dans le cadre d'un couple, hein, puisque n'oubliez pas, là, on regarde l'impôt moyen et ce sera dans le cadre d'un couple des 890 000 $. On va gérer dans le cadre d'un couple, puisqu'en fait, je fais une déclaration commune. D'accord, Si je fais très une bien. déclaration séparée, ce sera séparé, d'où l'importance de faire une déclaration séparée que j'évoquais tout à l'heure. Mais si on fait une déclaration commune, ce sera une déclaration commune. Très bien, super. Alors, peut-être une autre question pour toi. Alors, c'est vrai que parmi notre clientèle, on voit énormément de clients qui sont en carte verte et qui se posent des questions par rapport à la prise de citoyenneté, beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette taxe de sortie. Est-ce qu'il y a une règle d'or, imaginons, pour les gens qui comptent peut-être retourner en France? Est-ce que prendre la citoyenneté américaine est une bonne chose? Quels sont les Ouais, problèmes liés à cela? ouais, mais c'est une bonne approche parce qu'effectivement, certains d'entre vous ont peut-être une carte verte et n'ont jamais voulu prendre le passeport. La règle d'or, je dirais, c'est où sont vos enfants? Si vos enfants, en fait, eux, restent vivre aux États-Unis et que vous pensez leur transmettre quand même un patrimoine, prenez le passeport américain parce que quoi qu'il arrive, vous allez avoir une conséquence fiscale qui sera quand même, je l'évoquais tout à l'heure, hein, sur toutes les donations futures. Si je suis coureur d'expatrié, ben, je me retrouverai taxable. Quand je dis je me retrouverai, mes enfants vont se retrouver à devoir payer un impôt. Donc, prendre le passeport américain, pour moi, est primordial dans ce cadre-là. Si en revanche, les enfants ne sont pas américains, là, ça vaut peut-être le coup, pourquoi pas, de rendre la carte verte, de payer peut-être exit tax, mais au moins, il n'y aura plus de conséquences fiscales. Parce que n'oubliez pas également, hein, le downside, c'est que si demain, à un moment donné, et je l'évoquais tout à l'heure, je peux hériter de mes parents d'un patrimoine, ou j'ai de l'immobilier en France qui pourrait avoir une forte fiscalité aux États-Unis, mais une faible fiscalité en France, et j'ai peut-être intérêt, du coup, à payer une exit tax, une valeur plus faible maintenant, parce que je sais que ces valeurs d'actifs immobiliers, notamment français, je vais les garder longtemps et qu'à terme, ils vont générer une plus-value assez conséquente. Et du coup, ils feront l'objet d'une fiscalité favorable en France. Mais si je suis américain à ce moment-là, je me ferai rattraper dans ce cadre de l'imposition. Donc, j'aurais tendance à dire que là, dans ce cas précis, il vaut peut-être mieux que moi, si j'ai quand même pas mal d'avoirs et d'actifs en France, plus que des actifs américains, et que mes enfants, eux, ne restent pas ou ont rendu leur passeport ou n'en ont pas, tout simplement ne sont pas résidents fiscaux américains. Dans ce cas-là, j'ai peut-être un intérêt stratégique à rendre maintenant ma carte verte, quitte à payer une exit tax, pour justement me permettre d'optimiser une fiscalité future. Très bien, parfait. Très bien, un grand merci. Romain, je ne sais pas si tu avais des questions, toi, de ton côté. Non, mais il y a d'autres questions dans le Q&A, si tu y retournes depuis celle de Franck. Si tu veux les lire ou comme tu veux, je le fais si tu veux. Alors, ah oui, c'est vrai, je les vois maintenant. Alors, j'ai une carte verte depuis 2010. J'ai été détaché au Canada en 2016 et j'ai gardé la carte verte avec des re-entry permits. Mon employeur a fermé le bureau canadien en 2019, mais je suis resté au Canada. Je suis résident fiscal canadien depuis 2016. Suis-je expat ou covered? C'est une super question, hein. C'est une très bonne question qui est un peu technique, mais c'est une très très bonne question. Alors, sachez qu'il y a une règle qui existe aux États-Unis qui dit la chose suivante: dès lors que vous êtes carte verte et que vous partez vivre, par exemple, dans un autre pays,
dans lequel il y a une convention fiscale avec les États-Unis. Et à partir du moment où légalement, vous avez le droit de passer plus de 6 mois, donc dans ce cadre-là, vous avez fait le rentrée permit, j'ai l'option d'être considéré comme étant non résident fiscal d'un point de vue américain, c'est-à-dire n'être imposé que sur mes revenus de source américaine. Et donc, dans ce cadre-là, je vais geler les années passées à l'étranger. Donc, je donne un exemple dans le cadre de la personne qui est là. La personne carte verte en 2010, elle est partie en 2016. On a fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, c'est un peu limite, on va dire que ça fait 6 ans. Donc, elle est encore en dessous de l'exit tax, de l'expatriation tax. Si entre 2016 et 2019, cette personne, en fait, a fait le rentrée permit et qu'elle a déposé une déclaration de non-résident aux États-Unis en invoquant la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, alors les années sont figées. C'est-à-dire que même si cette personne a passé 5 ans, 6 ans au Canada et qu'elle revient aux États-Unis, pour le fisc américain, elle sera toujours aux fameux 6 ans de détention de carte verte. Donc, ce ne sera pas 10 ans, donc elle ne sera pas Corée d'expatriate. En revanche, si, pour répondre à la question de la personne, si vous n'avez pas déposé pendant ces années-là une déclaration de non-résident, donc vous n'avez pas opté pour la non-résidence fiscale, alors les années ne seront pas figées. Donc, d'où l'importance, encore une fois, j'insiste, d'avoir des gens qui connaissent vraiment la fiscalité internationale. Mais là, dans ce cadre-là, si vous n'avez pas déposé une déclaration de non-résident en invoquant la convention, bah, malheureusement, le compteur il continuera à tourner, même si vous étiez au Canada et même si vous avez un réentrée permis. Pour pouvoir avoir le compteur qui s'arrête, il faut montrer que vous avez déposé une déclaration de non-résident. Donc, si vous avez déposé une déclaration de non-résident, les années sont figées et après, vous revenez. Mais dans votre cadre là, par exemple, vous n'êtes jamais retourné aux États-Unis. Techniquement parlant, normalement, si vous faites une déclaration de non-résidence chaque année, bah, vous n'êtes pas Corée d'expatriate, vous pouvez rendre votre carte verte et il n'y a pas de conséquences fiscales. Si en revanche, vous avez déposé depuis 2016 une 1040, bah là, vous êtes Corée d'expatriate parce qu'en fait, on a plus de 8 ans maintenant. Très bien, parfait. Une petite question de Jérôme qui nous demande comment est-ce que le Family Partnership est traité en France fiscalement? Un family partnership fiscalement en France, il va être traité bah, de la même façon. Ça va être comment dirais-je, une société dans laquelle vous allez détenir 1%. Donc, fiscalement parlant, ça serait une vraie entité à part entière, hein, le family partnership. C'est-à-dire que ça ne va pas être une entité. Vous savez, quand les trusts ne sont pas reconnus en fiscalité successorale française, elles sont reconnues en fiscalité de l'impôt, mais pas successorale. Donc, en gros, si demain vous avez un trust, vous rentrez en France et vous êtes amené à décéder, bah, pour le fisc français, les actifs du trust vous appartiennent toujours à vous en tant que donateur du trust. En revanche, dans le cas d'une family partnership, n'oubliez pas, vous avez fait une donation des titres. Ce qui est important, c'est donner les titres avant de rentrer en France. Donc, tu as aussi anticipé, ne le faites pas l'année même, hein, anticiper quand même quelques temps et enregistrer cette donation en France, hein, même si vous n'êtes pas obligé de le faire en tant que non-résident, vous le faites. Et donc, à ce titre-là, si vous avez donné, les 99% appartiennent à qui? Ils appartiennent à vos enfants. Et c'est une entité juridique. L'entité juridique dit que 99% des parts sont détenues par les enfants. Donc, vous, dans ce cadre-là, vis-à-vis de la France, vous serez uniquement actionnaire à hauteur de 20%. Donc, si vous étiez amené à décéder en tant que résident fiscal français, c'est le pourcentage, 1% de cette valeur qui sera, comment dirais-je, assujetti au régime des successions français. Par contre, si demain vous avez pour but de faire une family partnership, nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on fait valider toujours les statuts et le schéma par un avocat fiscaliste français pour qu'il nous dise qu'il n'y ait pas de choses qui pourraient être contestables, que en fait, le fisc français dit, ah ben non, pour nous, c'est toujours vous qui êtes l'actionnaire. Donc, en fait, de valider les statuts. Une fois que les statuts sont validés, il n'y a pas de débat. Vous serez de toute façon, pour le fisc français, vous aurez 1% de titres de cette entité. Très bien, un grand merci Olivier. Alors je sais qu'on avait d'autres questions, mais on arrive malheureusement au bout de cette heure. Je ne sais pas si tu as tes coordonnées à présenter. Euh, attends. Je regarde si je peux retourner sur le shared. Hop. Ah, non, c'est pas celui-ci. Très Voilà. bien, très Attends, bien, je l'ai. Ah, c'était bon. non, attends, excuse-moi, je remets. Shared. Et voilà. Là, ça va être bon, là, normalement. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Olivier qui intervenait aujourd'hui donc en sa qualité de fiscaliste et de directeur du SA France Services. Également, pour toutes les questions patrimoniales, n'hésitez pas à nous contacter à USA France Financials. Sur ce, je remercie une dernière fois Romain et French District pour l'organisation de ce webinaire et à très bientôt. À Robin, très bientôt tout le monde et merci d'avoir assisté. Je vous rappelle à ceux qui sont arrivés un petit peu après, et notamment celui qui a posé la question pour est-ce que Olivier pourrait revenir sur le cas des enfants nés aux États-Unis,
que cette vidéo, ce webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur YouTube, sur la chaîne du French District, et il sera rediffusé sur notre site. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et vous pourrez ralentir, revenir sur des passages particulièrement pointus qui vous concernent, parce qu'évidemment, c'était pointu et c'est toujours le cas avec Olivier. Voilà. À très bientôt et Merci merci Romain. Cédric et Olivier. Merci Au Cédric. Merci revoir. Romain. Au revoir, Au Au revoir. merci. revoir tout le monde. Au revoir.